2h40, c'est la durée de ce documentaire, ce n'est même pas une blague. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui j'ai envie de parler du documentaire Hold Up sur le Covid. C'est un documentaire qui fait polémique pour plein de raisons, on va les aborder dans cette vidéo et je vais essayer de rester impartial. C'est très difficile parce qu'il y a plein de choses que je n'aime pas du tout dans ce documentaire et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je donnerai des arguments positifs quand le documentaire aura quelque chose de positif à nous apporter. Il y a des choses négatives, beaucoup, mais aussi des choses assez intéressantes. J'aime les documentaires, voilà, sur la chaîne je vous ai conseillé des documentaires plein de fois et je vous conseillerai toujours des documentaires. Je trouve que c'est un genre extrêmement intéressant et important, surtout qui symbolise souvent une société et son époque, et ça j'en parlerai toujours, c'est très important. Et beaucoup vont me dire que j'ai pas ma place à en parler parce que je suis pas médecin ou chose comme ça, mais c'est pas le but de la vidéo, c'est pas de parler des faits en soi, je vais pas vous démontrer par A plus B que c'est la réalité ou pas. L'objectif c'est de vous expliquer en quoi le documentaire manipule ou non des images, en quoi un documentaire peut être utilisé pour se donner de la légitimité là où il y en a pas. Enfin bref, on va explorer tout ça, plus se concentrer sur l'aspect technique, les procédés du documentaire, plus que l'aspect scientifique. Même si on va parler de science parce qu'il y a quand même des faits assez irréfutables et on en parlera en vidéo. On va commencer par parler de la réalisation, puis des objectifs du documentaire, puis la manière dont ça les atteint ou pas, et ensuite des arguments du documentaire. Je vais sourcer toutes choses que j'évoque en vidéo et je mettrai dans le commentaire épinglé et dans la description plein de debunking de faits scientifiques. Comme ça, j'ai pas à m'attarder là-dessus pendant des heures. La première chose à remarquer, c'est que le documentaire n'est pas fait de manière très professionnelle. C'est plus un reportage avec des intervenants, il n'y a pas beaucoup de budget derrière, ça se ressent. Même si le documentaire a récolté plusieurs centaines de milliers d'euros, on en parlera en fin de vidéo, ça n'a pas l'air très professionnel, c'est plus un documentaire de télé qu'un documentaire de cinéma ou de plateforme de streaming ou autre. Ça c'est important à noter. C'est un documentaire fait par des professionnels, mais il n'y a pas eu forcément le temps derrière ou le travail pour que ce soit très pointilleux ou très intéressant d'un point de vue esthétique. C'est pas le but en tout cas, voilà, faut le dire quand même. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quelques partis pris narratifs qui sont assez récurrents, comme le fait de montrer le monde vide, le monde du confinement. Il y a une vraie volonté de nous montrer que le monde a été emprisonné. C'est une thématique qui revient souvent, c'est l'emprisonnement, c'est les mesures liberticides du documentaire, et c'est vrai que le documentaire c'est à 90% des intervenants, c'est des gens qui sont à contre-courant ou des conspirationnistes ou des complotistes, mais qui ont tous une sorte de légitimité parce qu'ils sont médecins, docteurs, philosophes, etc. Et si vous faites un peu de recherche sur ces gens-là, vous vous rendez compte qu'ils sont tous un peu décrédibilisés par leur domaine. Il y a des médecins qui sont décrédibilisés par l'ordre médical pour ce qu'ils font par exemple. Donc la question est comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver 90% du temps d'image des conspirationnistes et des complotistes? C'est très simple, ces gens-là à contre-courant, ils ont envie d'être entendus, ils ont envie d'être vus. C'est très facile à trouver, ils vont le proclamer haut et fort, c'est les premiers à le faire. C'est peut-être de la psychologie de comptoir que je fais là, mais c'est vrai que c'est très facile d'en trouver. Surtout à l'âge des réseaux sociaux, maintenant tout le monde est fier d'être un peu conspirationniste, complotiste. Mais qu'est-ce qui les définit réellement? Pourquoi est-ce qu'un médecin peut être conspirationniste, complotiste? C'est qu'ils essaient d'expliquer quelque chose de non naturel d'après eux. Quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer avec des arguments sensés. Du coup, ils essaient de trouver une raison, non pas de la religion, mais des complots, du gouvernement, des liens qui n'ont pas lieu d'être faits, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui va les rendre intéressants à écouter, c'est qu'ils font du storytelling, ils font de la narration. Ils prennent des événements réels et ils t'en font une histoire, mais qui va dans tous les sens. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce que tu fais, ces gens-là, même si tu leur montres la vérité, les faits purs et durs, objectifs, ils vont te dire non. Ils ne vont pas y croire, et ça me fait penser à une interview de Yuri Bezmenov, qui était un ancien membre du KGB, qui disait à un moment dans les années 80, pendant la guerre froide, que quelqu'un de démoralisé, peu importe la personne, si cette personne est démoralisée, il peut avoir des faits en face de lui, des faits scientifiques prouvés par la nature, prouvés par tout ce que vous voulez, la gravité, et il va vous dire non. Donc c'est un peu ça qui a lieu avec les complotistes, c'est qu'ils sont peut-être démoralisés et au fait ils vont dire des choses complètement absurdes. Mais ils disent pas que des choses absurdes, mais c'est vrai que les intervenants qui passent dans ce documentaire là, si vous vous renseignez un peu là-dessus, ils ont beaucoup de choses à dire et ils partent vraiment très vite dans le délire complotiste. Pas tous, encore une fois, mais beaucoup d'entre eux. Mais le documentaire se donne une légitimité parce que c'est des spécialistes qui ont des diplômes. Vous pouvez très bien avoir un diplôme et dire de la merde. Moi je peux très bien avoir mon master d'ici 2 ans et commencer à dire de la merde dans mon domaine d'études. L'un n'empêche pas l'autre, c'est aussi simple que ça au fait. C'est pas parce que j'étais bon étudiant que j'ai un diplôme, que j'ai fait un travail pendant 10 ans que je vais pas dire de la merde. Donc ces titres qui donnent à ces intervenants, c'est un peu la légitimité du documentaire parce qu'au fait il veut prouver que ces spécialistes-là, ils démontrent un peu les mesures liberticides du confinement et du gouvernement. C'est le vocabulaire, hein, liberticide, otage, les heures sombres, holocauste, Big Pharma, Bill Gates, dictature, tout ce que vous voulez, vous l'avez entendu plein de fois, c'est encore une fois le vocabulaire
derrière de la conspiration, du complotisme. Mais mes préférés restent quand même Que cache-t-il, Que savent-ils, qui revient extrêmement souvent. Après le montage, c'est vrai qu'il est fait, t'as l'impression sur Movie Maker parce qu'il n'y a pas trop de travail là-dessus, et la musique, c'est la musique épique qui ressort des fois. Je me demande s'ils ont pris les droits, ou est-ce que c'était libre de droit, ou est-ce qu'ils sont dans leur usage correct, leur usage légal, j'en sais rien, mais ça fait assez ridicule à certains moments. Et pour moi, personnellement, je trouve que la fin est un gros canular, c'est un gros nanar, c'est juste pas possible autrement, mais on en parle juste après. Ce qui est intéressant maintenant avec le documentaire d'un point de vue de ce qu'il essaie de transmettre, c'est que le documentaire n'essaie pas de convaincre, n'essaie pas de prouver, mais il ne fait que discréditer. C'est extrêmement important parce qu'en fait, c'est le gros problème de tous ces documentaires-là, c'est qu'au final, ils vont te parler de plein de choses différentes et ils ne vont jamais te donner un contre-exemple qui fonctionne. Ils vont toujours te dire, cette personne a tort, on l'a prouvé par A plus B, et puis c'est tout. Donc l'objectif du documentaire, c'est pas de te convaincre toi. Les gens qui sont convaincus, ils vont rester convaincus. Les gens qui hésitent un peu, je pense pas qu'ils vont être convaincus parce qu'il n'y a aucun argument factuel dans le documentaire. On fera la liste après, mais l'objectif, c'est vraiment de prendre des gens et de les discréditer. Ah mais regarde, ce personnage-là a dit ça il y a un mois, maintenant il dit autre chose. C'est intéressant, mais le documentaire ne rapporte rien. Il ne fait que empiéter sur ce que les autres ont dit. On essaie de discréditer, on essaie d'abattre le système plus que de proposer des vrais arguments réels, concrets derrière. Maintenant, pour parler de la manière dont le documentaire fait tout ça, c'est qu'il y aura plusieurs procédés qui vont être intéressants, c'est-à-dire qu'il y aura qu'une partie d'un argument. Quand on va te parler des masques, par exemple, ils vont dire que les masques, ça donne des lésions cutanées sur le visage des gens, ça fait des boutons, des choses comme ça. Et jamais ils vont te dire pourquoi le masque est utile. Ils vont toujours te dire les points négatifs du masque, mais jamais le positif. Et à un moment même, ils hésitent à donner du positif concernant les masques, c'est-à-dire que le documentaire dira le masque ne sert à rien si on n'est pas malade. Mais sauf que ça, c'est qu'une partie de l'argument parce qu'on sait très bien qu'on ne sait pas si on a le Covid. Et pareil pour les lésions cutanées, on porte le masque parce qu'il protège les autres et nous protège nous-mêmes. Du coup, il donne qu'une partie de l'argument dans quasiment tous les arguments qu'il donne. Donc oui, il y a peut-être des lésions cutanées sur les masques, oui, ça fait peut-être un peu des boutons, des choses comme ça, oui, il y a peut-être des choses psychologiques, on en parlera après. Mais l'autre côté, ça protège et ça, on l'a prouvé que ça protège, mais ça, le documentaire ne le dit jamais. Donc il y a à chaque fois dans tous les arguments, ça c'est qu'un seul exemple, qu'un revers de la médaille, et du coup, ça parle que des arguments qui arrangent le documentaire et jamais de la réalité au fait. Et il n'y a jamais d'opposition d'idées, à chaque fois on discrédite les masques sans dire pourquoi ils sont utiles, c'est tout. Et des fois ils vont donner une situation X ou Y, ils vont dire voilà, dans tel pays il n'y a pas eu autant de cas alors qu'il n'y a pas eu de confinement comme en Suède, mais ils ne vont pas donner tous les paramètres de l'étude, ils vont juste dire voilà, c'est un fait X, il y a eu moins de cas là-bas parce qu'il n'y a pas eu de confinement. Mais jamais ils font le lien entre le confinement, le nombre de cas, la densité du pays, le nombre de population, le nombre de lits. Il y a tellement de paramètres qui sont jamais évoqués, ils disent juste un fait et puis c'est tout. Et toi tu es censé l'accepter. Je suis désolé, moi je fais des études et je pense que toute personne qui a fait des études ou qui réfléchit un peu dans sa vie sans forcément faire des études demande des explications, des paramètres et un sens critique des choses. Et c'est vrai quand on dit sur la Suède qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts, déjà c'est faux parce que pour le premier confinement, quand nous on l'a eu et pas les Suédois, c'était l'un des pays où il y a eu plus de morts par densité au monde. Des choses comme ça ne sont jamais évoquées et il y aura beaucoup dans le documentaire des corrélations sans avoir de causation. On a tous vu des graphiques humoristiques ou complotistes où on voit un graphique avec deux lignes et on voit que les deux lignes augmentent en même temps, où il y a une sorte de corrélation entre les lignes, mais corrélation ne veut pas dire causation, et ça c'est important. Si on a une ligne A qui ne cause pas le changement de la ligne B ou inversement, ça ne sert à rien en fait. Moi dans mon domaine je fais de l'économie, quand on utilise des graphiques, il faut qu'il y ait une causation. On peut prendre la courbe des impôts et dire voilà, les impôts pour les riches ont diminué, la courbe des inégalités a augmenté. Est-ce que ça veut dire que corrélation et causation? Faut le vérifier. Et il y a des vraies études, en tout cas en économie, il y a des gens qui font l'économétrie, ça sert à ça, qui vont regarder l'impact de toute politique et ensuite ils vont voir s'il y a réellement corrélation et causation. Et ça c'est un truc que le documentaire fait plein de fois, c'est qu'il va prendre des graphiques, il va te mettre deux graphiques ensemble, il va dire voilà, c'est la vérité. Mais tu le sais pas, t'as aucune preuve. C'est extrêmement simple de mettre deux graphiques l'un après l'autre et de dire qu'il y a corrélation et causation, sans évidemment de source prouvée derrière tout ça. Chose que le documentaire n'a pas. Il n'y a jamais de source. Jamais. Et il y aura beaucoup de manipulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va faire vraiment de la victimisation, on va faire jouer une femme qui est peut-être honnête, j'en sais rien, mais à la fin du documentaire, désolé spoiler, à la fin du documentaire, il y aura une femme qui va pleurer et qui va comparer le confinement, la lutte des classes et les inégalités à un holocauste moderne. Et c'est grave ce qu'elle dit de une, parce que le point Godwin a été très vite atteint dans ce documentaire, il faut l'admettre, mais elle compare tout ça et elle commence à pleurer. Et au fait, évidemment, toi quand tu vois une femme pleurer, une bonne vieille femme pleurer, t'es un peu triste. Tu te dis peut-être elle a raison, mais au fait c'est de la manipulation émotionnelle pure et dure. Il joue la case de la victimisation sans cesse. On est les moutons, on est les victimes. Dans le documentaire, nous ne sommes pas maîtres de notre destin, c'est l'élite, c'est les Illuminati presque, t'as l'impression. Et ça, ils le font tout le temps, sans arrêt, de la manipulation émotionnelle, de la victimisation, et ils nous reprennent vraiment notre liberté, au fait. C'est ce que le documentaire veut prouver, sauf qu'il n'y a aucune preuve, au fait. Encore une fois, il n'y a aucune preuve. Et du coup, ça manipule avec des zooms, de la musique épique, de la musique triste, mais
Enfin, si vous êtes un peu intelligent, ça marche pas. C'est tout simplement ça, ça marche pas. Quand vous regardez ça, vous vous dites, mais ils font exprès, c'est pas possible. C'est de la manipulation pure et dure. Et le truc, c'est que c'est un documentaire ultra alarmiste. Et ça, c'est grave. C'est l'apocalypse d'après le documentaire. C'est la fin du monde. Bientôt, The Great Reset, le bouton restart qui va tout remettre en jeu. Le documentaire critique sans arrêt la peur qu'a créé le gouvernement par rapport au Covid. C'est une thématique du documentaire. Et le documentaire, il fait quoi? Il vous fait peur. Il a envie de vous alarmer sur le fait que c'est l'élite qui contrôle tout et vous êtes dans la merde. C'est tout. Et je ne vais pas revenir sur le nombre de fois qu'on compare ça à l'Holocauste, à nos heures sombres, parce que plus personne a envie de dire l'Holocauste maintenant, parce que c'est mal vu si tu dis l'Holocauste, alors que si tu dis les heures sombres, ça passe. Je sais pas pourquoi. Les comparaisons à la dictature, Hitler, tout ce que vous voulez, c'est bien présent sans jamais réellement l'évoquer. À un moment, ils disent une fois Hitler, mais une fois, c'est tout. Et ce documentaire est dangereux car il banalise le Covid. Tout le but du documentaire, c'est de vous dire que le Covid, c'est pas grave, c'est pas important. Le Covid, ça ne vous fait pas de mal, ça ne tue pas, etc., etc. On en parlera après. Mais l'idée du documentaire, c'est de dire que le Covid n'a aucune importance et il faut vivre sa vie. Et encore une fois, des fois, le documentaire va aborder des thématiques intéressantes sans jamais les expliquer, sans jamais donner d'arguments derrière. Et c'est dommage. J'en parlerai en détail, mais c'est vrai que des fois, tu dis, ah, c'est un bon argument, pourquoi ne pas le plus le développer? Mais à chaque fois qu'il le développe, ça part en conspiration et tu dis, non, mais c'est dommage. Alors que des fois, ils ont des arguments, il y a des vrais faits scientifiques, économiques, sociaux qui peuvent le prouver, tout simplement. Et au fait, ils partent dans le délire conspirationniste. Et des fois, le narrateur va poser une question à un spécialiste et le spécialiste ne saura pas répondre. Et le documentaire va faire passer son silence ou sa non-réponse pour une sorte de vérité générale, comme si cette personne ne savait pas, vu qu'elle est spécialiste, personne ne sait. Et je vous jure, si vous tapez la question que ce narrateur demande plusieurs fois à la personne spécialiste, dans Google, vous avez une réponse. À un moment, un truc intéressant que le documentaire va faire, c'est qu'il y aura des graphiques et il y aura un gros tampon fake, comme dans fake news ou peu importe, fake par-dessus, pour dire que c'est faux. Mais il n'y a jamais d'explication. Pourquoi c'est faux? Donne-nous des sources, donne-nous des preuves, donne-nous un contre-exemple, voilà, prouve-nous que c'est faux. Non, juste fake, c'est tout. À un moment, t'as un mec, je vous jure, c'est pas une blague, qui était dans la sécurité ou un truc comme ça, qui va dire, je connais un pote, qui connaît quelqu'un, qui a pris un document, qui dit la vérité sur le Covid, et il finit sa phrase par « ça veut forcément dire quelque chose ». Ce mec, c'est un mec lambda, la source c'est « t'inquiète, c'est un pote qui a un pote », c'est ridicule. Et le documentaire va se finir sur le fait qu'un homme va décider de courir de la France à la Roumanie à pied pendant quelques semaines, enfin 80 jours il me semble. Il va courir ça à pied pour montrer la liberté. Quel rapport avec le documentaire? Quel rapport? Pourquoi est-ce que le fait qu'un mec court à pied de la France à Constanța en Roumanie soit un rapport avec le Covid? Parce qu'en plus ils disent bien, c'était après le confinement, il y avait moins de cas Covid et le mec a fait cette course. Quel rapport? Dites-nous quel rapport? Aucun. C'est juste pour montrer l'idée de liberté que tout le monde devrait pouvoir faire ça, tout le monde devrait pouvoir courir à travers l'Europe, tout le monde. En fait non, on s'en fout, ça n'a aucun rapport avec le documentaire. Et le pire, je vous jure, c'est à la fin, quand ils prennent une profiler. Ok, une profiler va regarder des photos de l'élite, entre guillemets, et elle va dire « Ah non, mais lui, il est sournois. Lui, il contrôle les gens. Lui, c'est un suiveur. » Sérieusement, tu finis ton documentaire sur ça? Comment perdre toute crédibilité? C'est pas possible. On aurait aimé plus d'arguments sourcés, scientifiques, réels, qu'on n'a pas du tout, sauf à certains moments, qui pour le coup, ça c'est intéressant, on en parlera après. Je vais vous dire, le gros problème du documentaire, c'est que l'objectif n'est pas de remettre en question la science et les arguments scientifiques. L'objectif est de remettre en question la vérité. La science, ils la respectent. Tu vois, ils ont des médecins, des docteurs, ce que vous voulez, ils la respectent d'un certain point de vue. Mais en fait, ils veulent discréditer l'art de la science, l'institution de la science, en fait, tout simplement. Pour eux, la science n'est plus la vérité. Et ça c'est grave, c'est important et grave à souligner. C'est le truc le plus complotiste, c'est que tu as l'impression que la science n'est plus une vérité universelle pour eux, sans jamais le prouver, et ça encore une fois, c'est extrêmement dangereux. Et ensuite, évidemment, un procédé facile de la manipulation de documentaire, c'est la manipulation des images, tout simplement. C'est très facile pour quelqu'un de mettre un extrait d'un dialogue, d'une interview par-dessus des images qui n'ont rien à voir. À un moment, ils vont parler du fait que c'est l'Institut Marie Curie à Wuhan qui a inventé le virus et qui l'a propagé. Pendant qu'une personne va dire ça en mode révélation ultime du système cosmopolite, ce que vous voulez, on aura des images d'un labo à Wuhan. On sait même pas si c'est à Wuhan pour le coup. On sait même pas si c'est eux qui ont pris les extraits, sûrement pas, ça doit être des extraits d'archives. Et c'est à rien à voir, c'est pas parce qu'on prend des images de Wuhan que c'est ce qui se passe là-bas. Et ça c'est de la manipulation d'images tout simplement. C'est pas parce que moi je vous dis un truc qui n'a rien à voir avec un sujet et que vous mettez le sujet en question que c'est la même chose. Sauf que ça fait un lien dans notre tête. Quand la personne nous dit ah, il y a de la manipulation de Covid créée par des humains non naturels, c'est vraiment une maladie d'humain dans un labo à Wuhan. Et quand tu vois des images d'un laboratoire, pas forcément à Wuhan, juste d'un laboratoire avec des personnes asiatiques dedans, tu fais le lien, tu dis ah ouais, peut-être il a raison, regarde, il a des images. C'est juste des images bêtes qu'ils ont mis dessus. Je vous jure, on peut trouver les mêmes images gratuitement sur internet, c'est juste pas possible. Et ça, ils le font constamment. C'est pas parce que quelqu'un parle que ce qui est à l'image a un rapport. Ça, c'est la manipulation extrêmement dangereuse aussi. C'est la structure du documentaire qui est assez intéressante parce que ça commence avec
des faits plus ou moins scientifiques, on parle des masques, on parle du professeur Raoult, on parle du confinement et des choses comme ça. Ensuite, on parle du système, du gouvernement, pourquoi il nous a menti et ce qu'il dit. Ensuite, il part en mode full complotiste, Big Pharma, les élites, tout ce que vous voulez. Les deux premières parties, gouvernement, scientifique, à la limite, il y a moyen de développer ça, que ce soit plus intéressant. La troisième partie, la dernière où il part en mode complotiste, Illuminati, là c'est grave, parce qu'il faut encore une fois des liens qui n'ont pas lieu d'être faits tout simplement, et qui n'ont aucun sens. Voilà, on débunkera point par point un peu plus ça juste après. Maintenant, pour parler un peu des arguments que le documentaire met en avant, c'est l'impact du Covid. On dit dans le documentaire que le Covid n'est pas plus dangereux que les morts naturelles. Ça a été prouvé que c'est faux. Évidemment, si on additionne les morts naturelles à celles du Covid, il y a beaucoup plus de morts que habituellement. Alors que le documentaire dit l'inverse, il dit que on est dans la norme des morts annuelles, mensuelles, tout ce que vous voulez. Ça a été prouvé, c'est factuellement faux. Il y a plus de gens qui meurent que d'habitude dans tous les pays du monde qui sont impactés par le Covid. Et ensuite, ils vont faire de la démagogie, ils vont comparer le Covid à des AVC, des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, des choses comme ça. Évidemment, ils disent que pourquoi on s'intéresse pas autant à un AVC qu'au Covid, ça n'a rien à voir tout simplement. Le problème du Covid, c'est que c'est hautement contagieux, c'est hautement transmissible, alors qu'un AVC, ça se transmet pas. Le documentaire aurait pu être très intéressant s'il disait, d'accord, maintenant qu'on a le Covid, on aimerait que par la suite, on s'intéresse beaucoup plus aux problèmes de diabète, aux problèmes de pollution qui affectent notre santé, aux problèmes cardiovasculaires. Là oui, ça aurait été un débat intéressant. Sauf que non, il fait juste de la démagogie. Il dit qu'on devrait plus s'intéresser à un AVC qu'au Covid actuellement. Ça n'a évidemment pas de sens. J'ai déjà parlé des intervenants, mais j'ai envie de parler d'un type d'intervenant qui était assez intéressant, c'est les chauffeurs de taxi. À 3 reprises, ils vont parler de chauffeurs de taxi ou de VTC. Il y a un chauffeur de taxi qui va dire à un moment comment ça se fait que la France, qui a des sous-marins nucléaires, des usines nucléaires, n'arrive pas à faire des masques en coton ou en tissu. Je sais pas ce qu'il dit exactement, mais je comprends pas pourquoi on a donné la parole à ces personnes. Peut-être pour nous familiariser avec des gens de tous les jours, voilà, des gens qui travaillent, avec lesquels on peut parler, faire de la démagogie encore une fois, alors que ça aurait très bien pu être intéressant de parler du fait qu'on n'a pas de masque en France et pourquoi on n'en a pas par un économiste qui lui sait qu'au fait le monde est interconnecté du coup à cause des principes d'économie internationale. Il y a des choses qu'on ne fabrique plus chez nous parce que c'est pas rentable, c'est plus simple de les importer d'Allemagne ou de Chine. Ça c'est intéressant, mais au fait le documentaire dit pas ça. Ça aurait été intéressant une critique justement de la connectivité du monde, des relations internationales, la dépendance internationale, l'interdépendance, ça aurait été intéressant, évidemment. Non, en fait le documentaire il fait quoi? Il donne l'avis d'un chauffeur de taxi, c'est son avis, il fait ce qu'il veut, mais il n'est pas qualifié pour parler de ça. C'est de la démagogie, encore une fois, il va te donner un argument centrale nucléaire, pas de masque en coton, tissu, ce que vous voulez. Mais c'est pas le sujet, tu veux pas comparer des choses comme ça. Et ça décrédibilise un peu le combat, alors que je vous le dis, moi, un sujet qui aurait critiqué l'interdépendance des pays, ça aurait été intéressant, on le voit très bien. On n'a pas eu de masque, pourquoi? Parce qu'on a préféré les acheter en Chine qu'en fabriquer. Et le fait de remettre en route des machines en France, bah ça prenait trop de temps. Et ça, c'est une vraie critique de l'économie internationale que le documentaire n'a pas fait parce que c'était pas quelqu'un de qualifié pour en parler. Il n'y a pas eu de source, il n'y a pas eu de graphique, alors que ça, même moi, en tant que étudiant en économie internationale, je peux vous le prouver que c'était un problème, qu'on n'ait pas de masque et qu'on était dépendant du système chinois et du système qu'on a en place. Là où c'était facilement prouvable par des faits scientifiques empiriques, ils l'ont pas fait. Alors que plein de fois, il n'y avait pas de choses à prouver et ils essaient de le prouver, là où il y avait moyen de le prouver réellement, ils se sont dit non. Après, il y a encore de la démagogie et de la bêtise scientifique, j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment, il y a une femme qui va comparer le nombre de pages d'un document qui va évoluer au fur et à mesure des choses. Et elle va dire, non mais vous vous rendez compte, le nombre de pages a tellement évolué en si peu de temps qu'on a trouvé trop de trucs, ça veut dire qu'on nous a déjà caché la vérité auparavant. Et qu'on incrémente le nombre de pages pour nous révéler la vérité au fur et à mesure. On n'en sait rien pourquoi le nombre de pages a augmenté, peut-être ils sont concentrés sur autre chose, peut-être les recommandations sont plus détaillées, on n'en sait rien. Ça c'est de la bêtise pure et dure de dire ça encore une fois. Ça n'a pas de sens, encore une fois, corrélation, causation, ça veut rien dire. Prouve-nous par contre que le contenu des pages a évolué. Ouvre le manuel de 15 pages, dis-nous ce qui a changé. Et dis-nous si ça valait le coup de rajouter des pages. Mais ça, ils le font pas, ils disent juste on a rajouté des pages. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Pourquoi? Comment? Ça, non, il n'y a pas d'études sur ça. C'est extrêmement superficiel et pareil, des fois, ils comparent des pays, la Suède évidemment, parce que c'est l'exemple européen qu'on prend en ce moment. Pourquoi la Suède, il n'y a pas autant de cas Covid? On parle jamais du nombre de tests qu'ils font, on parle jamais du nombre de personnes en réanimation. En Suède, on parle jamais de la densité de population, on parle jamais du climat, on parle jamais des habitudes sociales. Il y a trop de paramètres oubliés et ça, c'est n'importe quoi. Quand tu étudies quelque chose, une situation, il faut tous les paramètres. Et ça, en économie, on est un peu les premiers à le faire. Et je pense que toute matière scientifique, même si l'économie, c'est des sciences sociales, c'est différent. On prend tous les paramètres et on se met dans le contexte. Et là, il n'y a pas de contexte à chaque fois. On dit juste, ah bah la Suède, c'est bien, top. Non, il faut des paramètres, il faut l'expliquer. Et à un moment, je vais vous dire, ils font une erreur assez fatale, c'est qu'ils vont comparer la densité du Diamond Princess, le fameux navire où il y a eu beaucoup de cas Covid, et ils vont comparer la densité de ce navire à celle de Hong Kong. Déjà, l'échantillon du Diamond Princess est beaucoup trop réduit pour faire des calculs sur les morts. Là, on en fait sur les cas qu'on a, on va dire 100 000 cas en France. Il y a combien de morts? Il y en a 30 000, voilà, on a un échantillon assez fort. Et en plus, ils ont comparé à Hong Kong, et Hong Kong, c'est vraiment une bêtise de comparer à Hong Kong parce que ils ont pas eu de confinement, mais
ils ont tous porté un masque. Et on a bien remarqué que les cas à Hong Kong n'étaient pas aussi élevés car ils portaient le masque, ça a été prouvé. Pas de confinement là-bas, peu de cas parce que tout le monde se protégeait alors que la vie n'a pas changé. Juste les gens portaient un masque. Et ça ils l'ont pas dit, comme par hasard. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un intervenant qui dit que les institutions, les gens, ils font du cherry picking, ils prennent les arguments qui les arrangent. Oui, c'est ce que le documentaire fait aussi. Exactement, il fait du cherry picking. L'hypocrisie de ce documentaire est extrêmement forte. Je vous le dis tout de suite. Encore une fois, la seule source citée, c'est T'inquiète, je sais plus qui m'a dit ça, mais on me l'a dit, c'est une source sûre. Il n'y a pas d'autre source. Sauf à certains moments, je vous dis ça juste après. Sinon, il n'y a aucun réel graphique qui est expliqué, et ça c'est encore une fois dommage. Bon, à la limite, passons, c'est pas le plus important, mais des fois ils vont parler des brevets. Et là, ils vont dire que si une compagnie, une entreprise va mettre en place un brevet pour de la nanotechnologie, ça veut dire que c'est bon, on veut rendre le monde esclave. Un brevet, ça marche pas comme ça. Un brevet, c'est juste une idée. Alors oui, si tu veux, tu peux le mettre en place dans ton entreprise parce que tu as le brevet, tu l'as créé, mais si tu utilises ça pendant 20 ans, il me semble, je sais plus c'est quoi exactement le nombre, le brevet ne t'appartient plus à partir d'un moment. Et au fait, on fait des brevets comme ça pour justement pas se faire piquer des idées. Ils ont passé un bon moment pour parler des brevets alors qu'il n'y a aucune base légale sur ce qu'ils ont dit, et c'est pas parce que quelqu'un a fait un brevet de nanotechnologie que c'est la fin du monde. Ça marche pas comme ça. Il y a plein de brevets d'idées géniales qui auraient pu rendre la société esclave qui n'ont jamais abouti parce que c'est juste une idée et on n'a pas envie de se faire piquer l'idée tout simplement. Bon, je vais pas reparler des masques en profondeur parce que c'est vrai qu'on a parlé des liaisons cutanées, on a parlé du fait qu'on n'arrive pas à respirer. Il y a un moment, pour les gens qui ont du mal à respirer de base, je peux comprendre que c'est un problème, d'accord. Pour les gens qui n'ont pas de problème respiratoire, vous abusez de ouf. On porte le masque tous les jours maintenant. Et oui, quand il faisait chaud l'été, il fallait porter un masque. Oui, c'était chiant parce qu'il y avait la chaleur, la transpiration et c'était plus chiant de respirer de manière générale. Mais globalement, les masques, c'est pas si dérangeant que ça, on s'habitue très vite. Et encore une fois, on fait la démagogie. Oh, pauvres petits enfants qui doivent porter des masques à l'école. Maintenant, le visage de quelqu'un, c'est un masque et non plus un visage. Arrêtez. La victimisation comme ça, c'est pas possible. Faut arrêter. Oui, c'est chiant pour un enfant d'avoir un masque. Peut-être parce que c'est un enfant qui a moins de patience, mais un enfant, ça comprend aussi les situations. On lui dit, faut porter un masque, il va écouter l'autorité et c'est comme ça. Oui, il y aura peut-être des problèmes psychologiques par rapport à ces enfants parce qu'ils ont porté un masque, mais ça va pas les tuer, quoi. Ça va pas leur créer des vrais problèmes à long terme. Enfin, je pense pas. Et ça, c'est dommage parce qu'on aurait pu parler à des psychologues, parler à des gens justement qui auraient pu donner des avis plus profonds sur ça. Là, ils font de la psychologie de comptoir aussi. C'est un parent qui nous dit un truc ultra grave, ultra victimisant, en mode oui, mon fils, maintenant le visage, c'est le masque, point final. Et à un moment, faut arrêter de forcer, quoi. Et le pire, c'est qu'à un moment, ils disent que toute l'école a été fermée parce qu'un enfant a eu le Covid il y a 10 jours et ils ont fermé l'école 10 jours plus tard. Oui. Ça a du sens. Et le documentaire nous dit que ça n'a pas de sens. Les symptômes du Covid, ça met plus de 10 jours des fois à apparaître. Donc c'était quand même malin de fermer l'école au cas où. Ça pleure beaucoup dans le documentaire de manière générale, ça fait que se plaindre, que pleurer, c'est assez désagréable. Il y a une partie sur laquelle je vais pas me prononcer, c'est la partie sur le professeur Raoult, sur l'hydroxychloroquine. J'y connais rien, voilà, je sais pas de quoi il parle dans ce sujet-là, et c'est peut-être un peu dommage parce que c'est pas assez bien expliqué. Je vais pas me prononcer là-dessus parce que vraiment, j'ai pas entendu parler de ça, c'est pas un débat auquel je me suis intéressé, je m'en foutais. Mais j'ai regardé des sites de fact-checking, de debunking concernant ça, et ça a l'air d'être vraiment contre le documentaire. Je leur ferai plus confiance que le documentaire, ça c'est clair et net, mais personnellement je vais pas me prononcer sur la question. Chose intéressante que le documentaire aurait pu évoquer, c'est les violences par rapport au confinement. Oui, on sait très bien qu'il y a eu des violences conjugales qui ont augmenté pendant le confinement, des attouchements, des violences sexuelles. Oui, ça aurait été intéressant d'en parler. Avec des chiffres, ça aurait été mieux, certes, mais au fait, ils disent ça juste pour comparer le confinement à un viol. En gros, ils disent que vu que tu as plus de chances de te faire taper ou violer pendant que tu es confiné, se faire confiner, c'est comme se faire violer. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Faut juste arrêter ces trucs comme ça, ces comparaisons comme ça, c'est pas possible. Pareil, on aurait pu parler du fait que la santé mentale des gens diminue à cause du confinement. Donnez-nous de la science, donnez-nous des chiffres. Ça aurait été intéressant là pour le coup avec le documentaire, je suis d'accord. Donnez-nous plus de données sur pourquoi la santé mentale a diminué, quelles sont les causes, voilà, expliquez-nous pourquoi, comment, d'où ça vient, etc. Là, on nous dit juste la santé mentale des gens a diminué, les gens ne veulent même plus vivre. Petite exagération quand même, non? Quand même. On aurait pu parler du fait que le confinement met des gens en dépression ou des gens qui ont été en dépression, le fait d'avoir un confinement, bah, ça les a remis dans cet état, mais ça, ils en parlent pas du tout. Où sont les conséquences du confinement? Ça, on les a pas. On n'a aucune conséquence économique, sociale, psychologique du confinement dans le documentaire. C'était ça qu'il fallait aborder. Économiquement, c'est une catastrophe, on est d'accord là-dessus. Socialement, c'est très dur aussi, les gens voient moins de gens que d'habitude. La santé mentale va diminuer pour beaucoup de personnes, c'est sûr. Psychologiquement, c'est pas facile, ça, il fallait le développer. Le documentaire ne le fait pas, il s'en fout, alors que c'était ça qui était intéressant. Et c'est là qu'il y avait vraiment matière à aller chercher de la science, parce qu'il y en a. Il y a une question éthique qui m'a personnellement beaucoup dérangé concernant la mort des gens. Au fait, dans le documentaire, ils disent qu'on devrait juste confiner
les vieux et puis c'est tout. Ou les personnes à risque de manière générale, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que chacun devrait choisir sa mort. Si tu as envie de sortir dehors et mourir du Covid, tu devrais avoir le choix. Quand tu dis ça, il y a un vrai problème moral et éthique. Dans le sens où si toi, tu dis qu'on va juste confiner les vieux et que tu vas continuer d'aller voir des vieux, tu vas continuer à vivre et aider des gens, des choses comme ça, il y a un problème éthique et sociétal extrêmement important, comme l'a dit Emmanuel Macron lors de l'annonce du deuxième confinement. On ne peut pas laisser mourir des gens pour notre liberté. Déjà, c'est impossible de confiner que les personnes à risque, on le sait, c'est pas possible. Et on ne peut pas laisser mourir des gens parce qu'on est soudés dans cette histoire. On ne peut pas juste dire c'est votre problème, démerdez-vous. C'est un virus, c'est hautement transmissible. On peut pas dire ça. C'est quand même important, je pense, de garder un tout petit peu de patriotisme, de se dire qu'on est tous ensemble dans cette histoire et il faut se serrer les coudes. Le documentaire dit l'inverse, le documentaire il dit un peu chacun sa merde, ma liberté plus importante que ta vie. Et ça c'est grave, c'est très grave, c'est une opinion, d'accord, on peut ne pas être patriotique, mais le patriotisme ça veut pas dire être contre les autres pays ou voilà, nous en premier. Le patriotisme c'est juste voilà, quand on est dans une situation ensemble, ce qui nous lie, c'est notre pays, c'est notre nationalité, c'est nos problèmes communs. Et le documentaire, pour le coup, je le trouve extrêmement antipatriotique et à l'idée même de ce qu'est les valeurs françaises. Et ça, je trouve que c'est grave aussi. Ça reste plus de l'opinion qu'autre chose, mais je trouve que c'est important de porter des valeurs nationales, porter des valeurs européennes pour ce qui nous concerne, parce qu'on est dans une union européenne de valeurs communes. Et ça, le documentaire est à l'opposition totale de ça, et je trouve que c'est un comportement égoïste, grave. Mais encore une fois, ça c'est plus mon opinion qu'autre chose. Maintenant, parlons un peu de tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est complotisme, et on va commencer avec les amendes. Au fait, ils ont dit que ça n'a aucun sens de donner des amendes à des gens, car on paye l'État. Pourquoi est-ce que l'État nous mettrait une amende pour soustraire notre liberté? La logique, pour le coup, n'a aucun sens. C'est pas parce que tu payes des impôts que tu peux pas être soumis à la loi, ça n'a aucun sens. Tu peux très bien te prendre une amende alors que tu payes des impôts. Cette logique n'a pas de sens. Ce qui aurait été intéressant de développer, c'est encore une fois la mesure liberticide pour certaines personnes et de décrire vraiment la liberté. Jamais il n'y a de définition de liberté. Le fait de sortir dehors, ça serait être sur le territoire de l'État et c'est l'État qui t'interdirait de poser pied sur son sol. Alors que tu es français, c'est ton droit. Oui, mais tu définis jamais vraiment ce que c'est la liberté pour toi. Où s'arrête la liberté, où commence ta liberté. Donc c'est très bien de dire qu'on n'a pas le droit de sortir, c'est liberticide, mais si tu ne m'as pas défini le concept de liberté, c'est difficile. S'il y a une guerre, par exemple, si on te dit voilà, c'est la guerre dehors, ne sors pas, tu risques de mourir, c'est interdit de sortir. Est-ce que tu vas te plaindre que c'est liberticide alors que c'est pour ton bien? Il y a peut-être une comparaison un peu hâtive, mais comme l'a dit le président, nous sommes en guerre. Et c'est vrai que c'est compliqué tant que t'as pas la définition du mot liberté. Et ça, c'est problématique aussi, je trouve. Autre thématique intéressante par rapport au gouvernement, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais évoqué et comparé le Covid à d'autres grippes. Quand tu y penses, tu sais très bien pourquoi ils le comparent pas à d'autres grippes. Parce que si tu compares ça à d'autres grippes, les gens vont vouloir sortir dehors, les gens vont vouloir faire des choses. Alors que si tu dis que le Covid c'est grave, c'est nouveau et c'est pire qu'une grippe, et ça l'est pire qu'une grippe, on a des chiffres sur ça, c'est statistique, c'est scientifique que c'est pire qu'une grippe, là les gens vont écouter. Mais si forcément tu dédramatises, si tu banalises le Covid par rapport à d'autres grippes, forcément les gens vont moins écouter. Donc l'argument du documentaire qui dit qu'on n'a jamais comparé ça à une grippe, parce qu'ils réfléchissent même pas en fait. Alors qu'ils ont très bien la réponse, ils savent très bien pourquoi on le compare pas. Et du coup ils donnent pas les bons arguments pourquoi on le compare pas. Ils disent juste le gouvernement ne l'a pas fait, c'est grave. Oui mais expliquez-moi pourquoi c'est grave, expliquez-nous. Évidemment un terme qui est revenu, c'est détruire l'Occident. Voilà, maintenant, dès qu'on perd une liberté, on la perd pour toujours. Est-ce vrai? Est-ce que le fait d'être confiné, ça veut dire qu'on pourra plus jamais sortir dehors? On sait très bien que c'est faux. Mais il y a encore cette thématique complotiste où on veut détruire l'Occident. Waouh! C'est fort quand même, hein. Ça fait appel à la révolte, tout ça, n'est-ce pas? Démagogie. Un truc intéressant, c'est le virus de la peur. Pourquoi ne pas avoir développé ça un peu plus? Parce que c'est intéressant que l'État nous fasse peur, c'est intéressant. C'est une thématique de société intéressante. En quel droit l'État doit nous faire peur par rapport à certaines choses? Le documentaire ne va jamais pousser la question sur ça. Parce qu'à chaque fois qu'il pousse la question sur la peur que met en nous le gouvernement, ils vont direct à la dictature. Ils vont direct aux heures sombres, entre guillemets, encore une fois, à chaque fois. Il n'y a pas de juste milieu. Alors qu'en vrai, pourquoi le gouvernement nous fait peur? Parce qu'on devrait avoir peur en vrai. Parce que c'est dangereux et il faut dramatiser la situation. Parce que si le gouvernement ne nous fait pas peur, on s'en fout en fait. Et il faut nous faire peur d'une certaine manière, un petit peu au moins, pour qu'on comprenne les événements, qu'on comprenne le poids des choses. Si on n'avait pas peur, bah tout le monde serait dehors, le confinement, on s'en fout. Si on n'a pas peur de prendre une amende, si on n'a pas peur d'infecter quelqu'un, il n'y a pas de raison de rester confiné. Mais le documentaire, dès qu'on parle de la peur, bim, Hitler, direct, sans hésiter. Là où le gouvernement n'est pas défendable, et ça c'est vrai, c'est par rapport aux masques. Quand on a en mars des ministres qui nous disent il ne faut pas porter de masque, les masques ne servent à rien, évidemment tu ne peux pas défendre le gouvernement. Tu dis oui, ça n'a pas de sens. Pour le coup, on perd confiance dans le gouvernement parce qu'il nous a clairement menti. On pourrait donner l'argument qu'ils n'avaient pas assez d'informations alors qu'ils voulaient pas nous dire ça pour nous faire peur au début parce qu'ils savaient pas encore ce que ça allait donner, tout ça. On pourrait donner l'argument qu'il n'y avait pas de masque en France et du coup le fait de dire que les masques sont inutiles, ça aidait le fait d'avoir plus de masques pour les gens qui en avaient vraiment besoin. Là, le gouvernement n'est pas défendable et je suis
assez d'accord avec le documentaire. Un truc qui est intéressant aussi, c'est les médias, c'est le business de la peur. Oui, c'est intéressant parce que pour le coup, les médias, on le sait très bien, ils font de l'argent sur la peur, ils font de l'argent sur les choses qui choquent, sur les choses surprenantes. Les bonnes nouvelles, ça fait pas d'audience. Les bonnes nouvelles, ça vend pas bien. Quand la vie est bien, bah, les gens ils sont contents, la vie est bien. Quand il y a des choses qui font peur, il faut en parler, il faut que ce soit des breaking news. Et ça, oui, c'est intéressant, mais encore une fois, bah, je trouve que c'est pas assez développé. Il fallait aller encore un peu plus loin. Par contre, il parle d'un truc qui est intéressant, c'est les répétitions des médias. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des médias qui vont répéter pour des cas qui préparent à l'avance. Ils savent très bien que des choses vont arriver. C'est pas parce qu'ils sont complotistes ou quoi, c'est pas parce que le gouvernement leur dit des choses. C'est juste qu'ils sont intelligents, ils savent très bien, par exemple, que la reine d'Angleterre va mourir un jour. Eh bien, sachez que tous les médias britanniques, ils ont déjà préparé de quoi parler lors de la mort de la reine. Et là, c'est pareil, on savait très bien qu'il y avait des rumeurs sur un deuxième confinement. C'est logique de préparer des médias sur un deuxième confinement, de préparer du contenu pour mieux vendre ça. C'est pas une question de manipulation, c'est juste une question de logique d'entreprise, de logique journalistique. Tu sais très bien que ça va arriver, bah faut se préparer, c'est aussi bête que ça. À un moment, ils disent qu'au Canada, il y a des camps de personnes infectées. C'est factuellement faux. Voilà, ils ont dit des camps d'infectés. Ça n'existe pas. Au Canada, ça n'existe pas. En une recherche Google, c'est debunk direct. Ensuite, encore une fois, ils vont jouer sur la légitimité. Ils vont donner encore une fois ce côté conspiration avec la CIA. À un moment, la CIA va avoir des scénarios avec des causes de disparition de la population. Et sur l'une des pages, il y a l'idée d'un virus, d'une pandémie. Forcément, la CIA, dans ce manuel-là, il y a dû avoir 150 raisons pour lesquelles la population pourrait disparaître. Et la pandémie était l'une d'entre elles. On savait très bien depuis une vingtaine d'années qu'une pandémie allait arriver de Chine. On savait juste pas quand. Mais on savait très bien, non pas parce qu'on est complotiste, mais parce que c'est la science. On savait très bien, en voyant les conditions des marchés en Chine, que ça pouvait arriver. Et du coup, le fait de dire qu'il y a un manuel de la CIA qui dit ça à telle page, ça n'a pas de sens. Un paragraphe ou 2 pages sur un livre, ça n'a pas de sens. Évidemment, le documentaire parle du fait que Bill Gates veut vacciner toute la population et les manipuler. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur ça? Si ça, c'est pas du complotisme à l'état pur, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Pareil, Jacques Attali, il a deviné que Macron allait être président. Complotiste. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Non mais faut arrêter ça, faut arrêter. Attendez, quand même, c'est grâce à Bill Gates que des maladies n'existent plus aujourd'hui. Il a tellement financé les vaccins dans le monde qu'il y a des maladies qui n'existent plus. Il a donné tellement de sa fortune pour la santé des gens et vous vous dites il veut nous manipuler, les vaccins ça nous tue. Mais pourquoi? Et le pire, c'est pourquoi les conspirationnistes ils feraient ça? Qu'est-ce que ça leur rapporte? De l'attention. C'est tout, juste de l'attention, c'est tout. Le documentaire parle de corruption. Où est-elle? Des faits, des sources, des vidéos, des enregistrements. Où est la corruption? On veut en savoir plus. Je suis intéressé de corruption. La corruption, c'est grave. On veut des sources. On veut des données. On veut des trucs légitimes, forts. Non. Juste de la corruption. Oui, on sait que Big Pharma, c'est l'un des plus gros lobbies au monde, l'un des endroits peut-être les plus corrompus au monde aussi. Mais encore une fois, bah, donnez des sources. Voilà, le lobbyisme, normalement, c'est dit, c'est affiché. En tout cas, en Europe, donnez-nous des sources, des choses comme ça. Et évidemment, c'est pas un bon documentaire complotiste sur le Covid si on parle pas du fait que l'Institut Pasteur a créé le virus à Wuhan. J'en ai parlé rapidement, mais il montre ça comme une révélation. Voilà, c'est un fait. Oui, c'est l'Institut Pasteur à Wuhan qui a créé le virus et l'a propagé. Pourquoi cela? Pour les riches. Voilà, parce que la Nasdaq, elle a explosé depuis. Ça, c'est aberrant de dire ça. Alors oui, les compagnies de tech ont beaucoup augmenté depuis le confinement, mais il faut savoir une seule chose. Lors du confinement, on a eu l'un des pires cracks boursiers de l'histoire. C'est très grave ce qui s'est passé. Tous les gens qui ont investi en bourse, ils ont perdu beaucoup d'argent avec ce crack. Beaucoup. Oui, la Nasdaq, elle a beaucoup augmenté parce que c'est les compagnies tech, tout ça. Mais la Nasdaq, elle est extrêmement surévaluée. La valeur de Nasdaq, il suffit de regarder Apple. Apple vaut aujourd'hui 2000 milliards. C'est presque le PIB de la France. La France, c'est 2700 milliards. La capitalisation boursière d'Apple augmente plus vite que le PIB français. Pareil pour Amazon, ce que vous voulez, mais en fait l'idée elle est pas là, c'est normal qu'ils aient augmenté en bourse. La Nasdaq elle est extrêmement surévaluée aujourd'hui et on sait très bien qu'elle va énormément fluctuer dans les années qui viennent. C'est des grosses théories évidemment, mais c'est complètement aberrant de dire qu'il n'y a pas eu de krach boursier. Il y a eu un krach boursier extrêmement grave, le chômage a augmenté, il y a eu un impact économique colossal. Est-ce que les riches ont été impactés? Mais bien sûr, moins que les pauvres, évidemment, parce qu'ils ont eu une plus grosse résistance au choc économique, évidemment, mais ils ont été impactés aussi. Il y a très peu de riches aujourd'hui qui doivent se dire, peut-être, mis à part Jeff Bezos, Alibaba, des choses comme ça, Amazon, les trucs où justement ça marche bien à distance, où ils doivent se dire c'était mieux avant, il y en a très peu. Et ces gens-là, bah, c'est pas l'élite mondiale, ils contrôlent pas le monde, faut arrêter quoi. C'est juste des gens qui ont compris comment marchait le marché quoi. Ils ont profité du capitalisme à fond et maintenant ils peuvent y résister, ils peuvent résister à des chocs. Il y a eu un krach boursier et c'est faux de dire qu'il n'y en a pas eu. Et ça c'est dommage parce qu'à un moment le documentaire parle du fait qu'on compare l'État à une entreprise. Comme je vous l'ai dit, Apple, bah, la capitalisation boursière d'Apple est plus élevée que le PIB de beaucoup d'États. Et ça c'est intéressant parce qu'on peut comparer la puissance des deux, mais le documentaire le fait pas assez. Et ça qui est dommage avec le documentaire, c'est qu'au lieu de partir dans des délires complotistes, on pourrait partir dans des vraies études de cas. On pourrait dire que voilà, aujourd'hui Apple a plus de pouvoir que tel pays. Est-ce qu'un gouvernement a plus de pouvoir qu'Apple? Et inversement, on pourrait étudier ça, mais le documentaire ne le fait pas. Et c'est con et dommage. Mais encore une fois, nous sortir que c'est un holocauste moderne et des pauvres, c'est très grave. On pourrait parler de classe sociale, de lutte sociale, c'est intéressant, mais ils le font pas. Ils font direct la case lutte sociale. Holocauste moderne. Le plus drôle, je crois, c'est par rapport aux banquiers centraux. Ils nous disent à un moment, les banquiers centraux, ils veulent mettre des puces dans la tête des gens
pour les contrôler, pour leur donner une valeur, quelque chose comme ça. Et en fait, les banquiers centraux, c'est pas ce qu'ils font. Bien sûr qu'on parle de transhumanisme, de crypto-monnaie dans les banques centrales. Il faut s'adapter au futur, il faut voilà, comprendre les choses. Mais un banquier central, donc un mec qui bosse dans une banque centrale, comme la Banque Centrale Européenne, son objectif dans la vie, c'est de garder la valeur de la monnaie stable, d'avoir 2% d'inflation, d'éviter les chocs économiques qui vont arriver. Il y a plein de choses qui sont faites, et là je caricature énormément, dans une banque centrale. L'idée de la banque centrale, c'est de garder un contrôle sur sa propre monnaie. Pour l'instant, l'idée du transhumanisme, je pense qu'il y a une personne dans chaque banque centrale qui y pense. La crypto-monnaie, là oui, là on en parle, là ça se discute. Le transhumanisme, c'est pas un débat actuellement quoi. Et ensuite, le transhumanisme, on en parle tout le temps. Oui, Bill Gates, le vaccin, on va mettre des puces, des choses comme ça. Arrêtez. Et à Davos, le grand forum économique de Davos, avec les géants de l'industrie, oui, il existe. Le Great Reset. Oh, quelle conspiration. Quelle conspiration ce truc. Renseignez-vous sur ce que c'est. Grosse conspiration, vraiment. On sait que c'est un documentaire qui est à charge 100% contre le Covid, dans le sens où il ne faut pas avoir peur du Covid, il ne faut pas avoir peur de tout ça, il faut le banaliser, passer à autre chose. Il faut avoir peur de l'élite, par contre c'est eux qui font peur, c'est Big Pharma, c'est Davos, c'est Jeff Bezos, c'est Bill Gates, c'est eux qui font peur, c'est eux qui sont dangereux. C'est clairement un documentaire complotiste qui est basé sur le Covid. En fait, ils utilisent le Covid pour faire passer leur idée complotiste avant tout, et ça c'est assez flippant. C'est très dur de prendre au sérieux, et je pense que pour quelqu'un qui a un minimum d'esprit critique, c'est impossible d'être convaincu. Si vous regardez ce documentaire-là et vous vous dites « Ah putain, ils ont totalement raison », pas un peu raison, juste totalement raison, alors que clairement le documentaire vous ment à la gueule depuis le début. Si vous arrivez à être convaincu par ce documentaire, il faut affiner un peu votre esprit critique. Je vous mettrai ce qu'il faut dans le commentaire épinglé et dans la description, mais il faut affiner quelque chose là. Il ne sert juste qu'à réconforter les conspirationnistes, voilà, ça c'est grave aussi parce qu'ils vont penser qu'ils ont raison, donc ils veulent vraiment les réconforter plus qu'autre chose. Beaucoup, comme je vous l'ai dit, de manipulation émotionnelle, manipulation des images, et ça c'est très grave aussi. C'est un danger démocratique ce documentaire, on l'a clairement vu, et c'est aussi un danger pour la vie des gens, parce que si vous en avez rien à foutre du Covid, vous allez peut-être tuer quelqu'un, et donc c'est un danger public. Voilà, clairement ce documentaire est dangereux pour la population. Il y a beaucoup de choses à dire et cette vidéo ne sera pas suffisante même si elle est déjà beaucoup trop longue. Je suis tout à fait prêt pour les complotistes dans les commentaires, pour les négationnistes, ce que vous voulez. Au moins le documentaire n'a pas été financé par le CNC. Il a été cependant, et ça c'est assez flippant, financé par Ulule et Tipeee. Sur Ulule, il a atteint presque 200 000 € de la part de 5000 personnes il me semble. Ça fait une moyenne de 35 € par personne de financement. Et ensuite sur Tipeee, il a touché 28 000 € par mois. On est sur presque 300 000 €. Je sais pas où est allé l'argent parce que clairement c'est pas un documentaire qui coûte 300 000 €. C'est juste des images et des interviews, c'est pas très intéressant. Avec 300 000 € tu peux faire des films. Là ils ont fait un documentaire à la va-vite. C'est quelque chose, c'est technique, voilà, fallait le faire, c'était osé et ils l'ont fait. Maintenant la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'en parler donne de la visibilité au documentaire? Je vais vous dire oui, bien sûr. Le truc c'est quand j'ai tapé sur Google et sur YouTube le nom du documentaire, il y avait quelques posts qui disaient que c'était du debunking et qu'il fallait voilà, faire face aux faux faits du documentaire, à la désinformation. Mais quand tu cherches sur YouTube, il y a personne qui dit en gros c'est de la merde ce documentaire et je suis là pour ça, pour vous dire que c'est de la merde, même s'il soulève des thématiques intéressantes qui auraient pu être intéressantes si elles étaient traitées de manière académique, professionnelle, elles ne le sont pas. En plus de ça, si je dois vraiment me justifier, j'aime les documentaires, je suis curieux de ça, et il faut savoir que les documentaires et les téléfilms et les films ont un impact colossal sur la société. Un exemple tout bête, à l'époque de la guerre froide, quand il y avait un film sur la guerre nucléaire qui était sorti, les Américains ont commencé à avoir peur de la guerre nucléaire alors qu'ils n'avaient pas peur avant. Donc les documentaires comme ça, c'est extrêmement dangereux, il peut avoir un impact négatif sur la société, et ça c'est clair que je pense qu'il faut en parler, même si tous mes arguments ne sont pas parfaits. Il faut l'opinion opposée au documentaire que ce qu'on voit actuellement sur YouTube. Peut-être lors de la publication de la vidéo, il y aura plein de vidéos debunking déjà, mais bon, je tente ma chance. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, je veux tous vos arguments dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.